10h midi, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, 10h50 sur Sud Radio avec nos débatteurs du matin. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous pouvez être aimable et me répondre s'il vous plaît. Voilà. Allez, autour de cette table, nous avons Mickaël Darmon. Bonjour. Bonjour, journaliste politique sur I24 News, auteur du livre Le Pape et la matriarche. Je fais un peu de pub, Histoire Merci. secrète des relations entre Israël et le Vatican, édité par Passé Composé. Soyez le bienvenu. Merci. Également Alex Darmon, journaliste politique sur la chaîne YouTube Les Indécis. Bonjour. Deux Darmon pour le prix d'un, c'est ça? C'est c'est ça. Vous savez, c'est comme dans Tintin, c'est comme les Dupont. Il y a Darmonté et Darmondé. Voilà, c'est les Darmon et Darmon, donc on avance ensemble. Allez, alors Romain Marcilly, bonjour Romain. Bonjour. Directeur général de Nouvelle Énergie. Alors je précise, c'est le parti politique fondé par David Lisnard, le maire LR de Cannes et patron de l'AMF. C'est bien ça, Tout à fait. Et Corse aussi. Salut compatriotes. Nous sommes quelques-uns. Allez, bienvenue. Et avec nous également Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, pilier de Sud Radio, vous aussi. Allez, tous les quatre avec des thématiques fortes. On va entendre vos coups de gueule et vos coups de cœur dans un court instant. De quoi allons-nous parler ce matin? Eh bien, évidemment, le sujet qui nous préoccupe tous, après les frappes américaines en Iran. Que va-t-il donc se passer? Trump est-il, oui ou non, entrer en guerre? La réponse de Téhéran, quelle sera la réponse? Et où est passée la France dans cette histoire? Je vois que certains lèvent déjà les yeux au ciel. Le deuxième sujet ce matin, vous savez ce qui s'est passé en marge de la fête de la musique, des violences une fois de plus, et puis cette vague mystérieuse de piqûres. La question qui est posée, c'est est-ce que l'on peut organiser dans ce pays encore une fête populaire sans que ça dégénère? Et le troisième sujet, c'est la fin du conclave sur les retraites. Je compte sur vous pour rendre la chose extrêmement vivante. Je sais que vous serez inspiré. Et surtout, on va poser la question, est-ce que M. François Bayrou risque la censure, puisque certains déjà commencent à lui brandir la menace. Mais avant toute chose, messieurs, avant de vous donner la parole, je voudrais vous soumettre ce sondage qui vient de sortir. Je vois que les yeux commencent à pétiller. Et c'est un sondage qui nous dit que Jordan Bardella, Marine Le Pen et Gabriel Attal, écoutez bien, sont dans le top 3 des personnalités politiques avec lesquelles les Français préféreraient partir en vacances. François Bayrou étant en ultime position, en dernière position. C'est un sondage signé Verian. Alors c'est un institut que vous connaissez, qui est l'ancienne Sofresse, ancien Kantar, c'est Verian, pour la revue, l'excellente revue L'Hémicycle. Donc je vous donne les résultats. 28% des sondés préfèrent partir avec le président du RN, 22% avec sa patronne, la chef de file du parti à l'Assemblée. Et Gabriel Attal, c'est 20%. Je commence par qui s'intéresse, qui a envie de causer? Tiens, on va pas commencer par vous, Romain Marcilly. Vous êtes surpris par merci pour ce cadeau, ce trio, pour analyser c'est très intéressant, très important dans le contexte actuel. Moi, je préfère partir en vacances avec ma femme et mon fils. Après, chacun a ses goûts, on respecte. Peut-être que les Français ont primé à travers les personnalités choisies la capacité à faire des selfies. Et donc, puisqu'effectivement, il y a deux parmi les trois qui sont vraiment des vrais professionnels du selfie, je pense que on devrait attendre plus de la politique. Alors, si la politique commence à devenir un concours de selfies avec très peu de ou de fond, papier dans Paris Match, toujours, oui. Oui, Paris Match fait des très bons papiers aussi. Oui, donc, Mathias Leboeuf, la patronne de Verian, Laure Salvin, explique que c'est une question très personnelle sur la proximité, la sympathie et l'image plutôt que sur le projet politique qui est au fondement des intentions de vote. Ça parle de la proximité des politiques avec les Français. Oui, effectivement. Alors, l'idée de partir en vacances avec un politique, je suis pas sûr que ça enchante beaucoup de Français. Moi, c'est pareil. Je préfère partir avec mes amis et ma famille. Je trouve que c'est pour le coup un peu dur pour François Bayrou, 3%. Qui, à mon avis, est plus sympa en vacances que à son poste de Premier ministre. Moi, vous voyez, je vais partir en vacances probablement à Cannes un certain nombre de temps, donc je serai Nouvelle Énergie une partie de l'été. Bravo, très bon choix. C'est ça. Oui. Là-dessus, Alex Darmon, alors ça paraît un peu léger comme sondage, mais ça raconte un peu, est-ce que les Français, qu'est-ce qu'ils pensent des politiques en fait?
Non, mais ce qui est rassurant dans ce sondage, c'est qu'on se rapproche des vacances. C'est pour ça qu'on fait ce sondage. Je crois qu'on a tous besoin de vacances. Après, sur les résultats en tant que tels, ça me rappelle un peu avec qui vous voulez dîner, quelle est la personnalité politique préférée que vous voulez voir en tête-à-tête. Bon, moi, ça me choque pas trop de voir ces noms-là en haut de la liste, c'est-à-dire Marine Le Pen, Jordan Bardella pour le RN. Ça donne quand même une indication sur le fait que vous avez 2 personnalités sur 3 qui sont RN. Donc ça indique quand même quelque chose dans l'opinion publique. Gabriel Attal, j'avoue que je suis plus surpris parce que je trouvais qu'il avait un peu disparu des radars. Mais après, c'est pas ça qui va permettre de faire une analyse politique en profondeur de ce que pensent, à mon avis, les Français et de leurs priorités. Alors Gabriel Attal est à 20%. On va en finir, je vous rassure. Merci. Édouard Philippe et Marion Maréchal sont à 19, François Hollande à 17, Raphaël Glucksmann à 16. Michael Darmon, je suis pas au classement. Vous êtes pas. Voilà. Je partirais bien en vacances avec vous, Michael, mais vous en pensez quoi, vous, de ce sondage-là? Franchement, vous qui avez observé depuis un quart de siècle et plus la pipolisation de la vie politique française. Je vous remercie. Mais on est effectivement dans une logique d'abord totalement post-people, puisqu'en fond, la vie, on voit bien, à part quelques moments en particulier, la vie privée ou personnelle des politiques intéresse beaucoup moins. Je pense qu'en réalité, ça peut être un très bon concept d'émission. Peut-être que ça peut intéresser un producteur s'il y en a ici autour de cette table. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Avec qui tu pars? Par exemple, oui. Voilà, mais ça n'ira pas au-delà, parce que franchement, on connaît justement maintenant un peu la complexité de l'alchimie d'une élection présidentielle et d'un choix à la fin pour déterminer qui aura le code nucléaire, qui va s'occuper de nos impôts et de l'armée, pour au fond s'intéresser à ce genre s'arrêter à ce genre d'analyse entre guillemets. Bon. Allez, voilà, ça ouvre la séquence des vacances, effectivement, c'est tout. Hein. Redevenons sérieux. Romain Marcilly, c'est vous le premier coup de cœur pour le coup. Allez-y, c'est un hashtag joli sans sale. Oui, enfin c'est plus qu'un hashtag, c'est une opération qui je trouve vraiment salutaire, excellente. Aujourd'hui, c'est le 219e jour de détention de Boualem Sansal. Il y a une opération qui a été menée à l'initiative de David Lisnard et de la mairie de Cannes dans plus de 200 mairies de France, alors transpartisanes, avec des mairies de gauche, des mairies de droite. Ça consistait en des lectures publiques de Boualem Sansal, l'ouverture de médiathèques pour faire connaître son œuvre, et puis surtout pour montrer un élan populaire dans tout le pays, en solidarité non seulement à ce grand écrivain franco-algérien, et surtout pour promouvoir l'honneur de la France. Tribune de David Lisnard dans Nice Matin, qui dit l'honneur de la France. Oui, il est très mobilisé, comme le... À juste titre. Oui, il est mobilisé. Il y a une tribune donc, qui s'intitule l'honneur de la France passe par la liberté d'un homme. Et oui, puisque c'est l'honneur de la France de défendre ses ressortissants partout dans le monde. Et surtout, défendre la liberté de création, défendre la liberté d'expression. Et donc les communes, enfin beaucoup de communes, malheureusement pas toutes et pas assez, il manque des grandes villes là-dedans, mais quand même beaucoup de grandes villes et de grandes communes, ou petites et moyennes, qui s'impliquent pour Boualem Sansal. Et je trouve que ça, c'est rassurant sur l'état du pays. Ça montre aussi qu'on peut sauver, les collectivités peuvent sauver l'honneur, parce que la diplomatie française sur la question de Boualem Sansal, elle est loin d'être remarquable, en tout cas par les résultats qu'elle n'a pas pour l'instant. Allez, mettez-vous d'accord. Je vous fais réagir dans un court instant à ce que vient de proposer Romain Marcilly. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Le 10h midi, Mettez-vous d'accord. Michael Darmon, Romain Marcilly, Alex Darmon, Mathias Leboeuf, le quatuor de choc pour ce Mettez-vous d'accord du lundi matin. Alors Romain Marcilly, votre coup de cœur, c'était sur cette opération, je lis Sansal avec un hashtag devant, et je sais que vous voulez réagir, Mathias Leboeuf. Oui, avec un petit coup de gueule corollaire, c'est pour le silence coupable de la gauche. Je trouve que la gauche, c'est vraiment pas monopolisé pour Boualem Sansal, comme si Boualem Sansal était une mauvaise victime. On s'est à gauche un peu pincé le nez parce que Boualem Sansal a pris des positions qui semblent ne pas être tout à fait compatibles avec la doxa de gauche. Et je trouve ça incroyable, en fait. Moi, je suis quelqu'un de gauche et j'ai dans la culture de gauche l'idée que la gauche s'est toujours monopolisée pour les écrivains, pour les intellectuels, pour défendre les intellectuels. Qu'est-ce qui se passe ? Il coche les mauvaises cases. Oui, Boualem Sansal, effectivement, il
il coche les mauvaises cases. Il n'a pas la carte à gauche, ça c'est sûr. Mais je trouve ça incroyable. J'imagine pas, par exemple, Camus dans les années 60 rester silencieux face à la détention d'un écrivain français pour délit enfin on sait même pas d'ailleurs pour délit de quoi. Politique. Prisonnier politique. Voilà. Et pardonnez-moi, je trouve que le silence de la gauche est vraiment coupable et que la gauche a un peu perdu de son âme dans cette affaire. Alex Darmon. Non, mais il y a les bons otages et les mauvais otages pour la gauche. Rima Hassan, c'était une bonne otage en Israël. Je le dis avec beaucoup de cynisme, bien entendu. Non, mais bien sûr. C'était une bonne otage et d'ironie, voilà. Et il fallait donc absolument se lever et dire qu'on n'était pas d'accord et qu'il fallait qu'elle rentre. Par contre, les mauvais otages, c'est Boualem Sansal ou c'est les otages iraniens dont on ne parle français, qui sont détenus en Iran, dont on ne parle pas et dont la gauche ne parle pas. Et c'est ça, malheureusement, c'est aussi ça la fin de la gauche aujourd'hui. Mais dans toute sa splendeur. Michael Darmon, ce 2 poids 2 mesures devrait révolter le pays. Les gens devraient être complètement mobilisés là-dessus. Bon, les gens sont déjà pas mal écrasés par des sujets qui sont dans leur propre périmètre. On voit bien les sujets de conversation et les centres d'intérêt. C'est pour ça que c'est intéressant cette initiative quand même lancée par David Lisnard. D'abord parce que au fond c'est aussi une opération politique. C'est aussi pour montrer à quel point il y a un réalisme ou une activité de réel politique un peu trop prononcée de la part du gouvernement et de président Macron qui, sous couvert de dire on laisse ça en coulisses, la diplomatie fait son travail, en réalité ne veut pas froisser plus que cela le gouvernement algérien. C'est intéressant parce qu'effectivement on voit comme David Lisnard cherche un chemin et on sait que le chemin de la culture c'est un chemin qu'il a travaillé déjà par le passé à travers des prises de position et des ouvrages et c'est une manière aussi de, comme vous le disiez, de mobiliser les territoires, de mobiliser au fond une opinion qui, de manière, même sans être forcément attachée à la gauche, sur le plan épidermique, est quand même attachée à la liberté d'expression et effectivement le maintien d'un écrivain franco-algérien dans les géoles en Algérie ne doit pas être acceptable ni accepté. Donc c'est une opération intéressante, on verra quels seront ses effets. Allez, Alex Darmon, à votre tour à présent, le coup de gueule ce matin. Vous, c'est contre les propos de Yann Brossa, je rappelle, élu communiste de Paris, sénateur. Sénateur de Paris. Sénateur de Paris et le Conseil de Paris aussi. Je lis ces propos ou pas? C'est vous, non? Si vous voulez, je l'ai dit. Des ministres de Netanyahou sont des ultra-orthodoxes qui ne réserve pas meilleur sort aux femmes que les mollahs iraniens. C'est des propos qu'il a tenus vendredi sur... Donc il met le même niveau des ministres de Netanyahou. Certains ministres de Netanyahou et les mollahs iraniens, en disant qu'ils réservent les uns et les autres le même sort aux femmes. Il faut quand même rappeler... Moi, Yann Brossa... Il a dit ça samedi, je crois. Vendredi, dans une émission sur la chaîne parlementaire. C'est ça. Et moi, Yann Brossa, je l'ai interviewé plusieurs fois. C'est quelqu'un que je trouve en plus vraiment intelligent, avec qui vous pouvez avoir des débats et des échanges constructifs. Mais je trouve qu'en tenant ses propos, il se décrédibilise. Il est repris de volée quand il dit ça. Très peu, par les journalistes, malheureusement. Parce que ça s'est poursuivi sur les réseaux le week-end. Mais heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Des fois, vous vous dites, moi, j'aime pas les réseaux, mais des fois, heureusement, vous vous dites qu'il y a les réseaux sociaux. Faut quand même rappeler à Yann Brossa que 34 femmes ont été pendues en 2024 en Iran. Je crois pas qu'en Israël, des hommes ou des femmes soient pendus au milieu des places de villages. Je crois pas. Non. Je pense même pouvoir dire que la peine de mort en Israël a été abolie en 1954, à part pour les peines extraordinaires. Je crois pas que la peine de mort ait été abolie dans un quelconque pays arabe autour de l'État d'Israël. Il s'agit pas ici de dire qu'Israël a raison sur toute la ligne et que les Iraniens n'ont que des reproches à recevoir. Mais je trouve ça incroyable quand vous êtes un élu parisien, quand vous vous destinez à vouloir vous présenter à la mairie de Paris, de pouvoir tenir de tels genres de propos, de mettre sur le même plan les mollahs iraniens, la théocratie iranienne, qui est une dictature, qui dans son intitulé même, on parle de régime islamique d'Iran et la seule démocratie du Moyen-Orient qui est l'État d'Israël. Je reviens d'Israël, j'ai été bloqué pendant plusieurs jours.
parce que j'y allais pour le travail et que j'ai pas pu rentrer, je devais rentrer dans la foulée. Oui, vous étiez en direct dans la Vendredi. vérité en face vendredi. Et je suis rentré de Tel Aviv. samedi en fin de journée. En fait, j'ai été donc forcé d'une certaine manière à vivre avec les Israéliens pendant plus de 15 jours. Et donc vivre sous les envois de missiles iraniens, c'est la guerre, hein, et la guerre, c'est comme ça. Et moi, je suis pas là pour dire si elle est bien ou pas bien, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en lançant ce coup de gueule contre Yann Brossa, j'aimerais lancer un coup de cœur contre la population israélienne. Parce que ce qu'il fait, c'est que en tenant ses propos sur certains ministres de Netanyahou, il englobe toute la population israélienne. Mais moi, je suis arrivé, je vais vous dire, le 8 juin, en plein milieu de l'affaire Rima Hassan. Le 8 juin, c'était l'Aïd. Je peux vous dire que sur les pelouses de Tel Aviv, au bord de la plage, vous avez des centaines et des milliers d'Arabes israéliens qui ont fait célébrer l'Aïd. Que 3 jours plus tard, parce que je cours tous les matins, donc je passais par le même endroit, ils démontaient les installations pour l'Aïd pour monter les installations pour la Gay Pride qui devaient se tenir au même endroit 3 jours. C'est pas vraiment la même ambiance après. qu'à Téhéran. Mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Et en fait, là, on est dans une course au n'importe quoi pour aller chercher un électorat et dire que certains ministres ont des comportements très étranges, peut-être, ont des comportements très radicaux sans doute, mais qui réservent le même sort aux femmes que les mollahs. C'est très très grave de dire ça. Mathias Leboeuf, pardon, Mathias Leboeuf, peut-être pour commencer, vous qui êtes l'homme de gauche de oui, je voulais réagir, mais en fait, la fin du propos, j'y souscris. Effectivement, le propos de Yann Brossa est excessif et il amalgame donc un peu hâtivement des choses qui sont pas amalgamables. Mais on peut, il a quand même, pour moi, le mérite de rappeler que il y a des ministres du gouvernement Netanyahou qui sont des intégristes religieux de la pire espèce, et que ces ministres religieux pèsent énormément sur la politique israélienne, notamment parce qu'ils font partie de la coalition de Netanyahou, et que si Netanyahou est un peu, je vais pas dire l'otage parce que ça serait faire un très mauvais jeu de mots, mais et comment dire, et en proie à des décisions qui pèsent. Oui, j'entends bien ce que vous dites, mais de là à faire des amalgames. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis que bien évidemment, le traitement des femmes chez les mollahs, c'est compliqué quand même. Bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que nous ici en France, on est tributaire d'un narratif qui est, à mon avis, un peu un narratif abusif. C'est dire attention, Israël, c'est l'Occident. Israël est la pointe avancée de l'Occident sur le continent africain. Et je trouve que ce narratif-là fait des raccourcis assez. Vous avez déjà été en Israël, Mathias ? Non, j'ai pas été en Israël. Je partage complètement ce que vous avez dit. Mathias, moi j'y étais aussi modestement en Israël. C'est une démocratie. Enfin, oui, c'est un pays libre. C'est une démocratie sur lequel le poids du religieux est extrêmement fort. La Cour suprême, la Cour suprême en Israël a le dernier mot sur le pouvoir religieux et rabbinique. Donc en réalité, c'est jamais le pouvoir religieux qui s'impose. Donc formellement, il ne s'agit pas d'une théocratie. En même temps, quand bien même, effectivement, je souscris sur l'aspect suprémaciste et extrémiste de certains partenaires donc de Netanyahou, mais enfin, on va pas jusqu'à prendre en place publique, ni violer, ni tuer. Même s'il faut regretter que parmi eux, il y a eu quelques personnes qui aient pu inciter à l'époque, il y a 30 ans maintenant, un activiste religieux à assassiner un président, un premier ministre, Yitzhak Rabin, parce qu'il s'apprêtait à faire la paix. Il faut savoir aussi que et la gauche israélienne et la gauche française l'a bien oublié. Que ça fait des années déjà que très régulièrement, pratiquement toutes les semaines, sauf en ce moment, vous avez des milliers et des milliers d'Israéliens qui manifestent contre le gouvernement Netanyahou. Quand deux personnes manifestent à Téhéran, vous connaissez leur sort. Pour terminer sur Yann Brossa, il faut aussi savoir qu'il y a un arrière-fond familial. C'est le petit-fils de Marius Kleinberg, qui a été emprisonné pour espionnage et condamné pour haute trahison à perpétuité en Israël, parce que à l'époque, là-bas, en tant que citoyen israélien, il donnait des informations à l'URSS. Et donc de ce point de vue-là, Yann Brossa l'a écrit un jour dans un livre, toute sa vie d'enfant a consisté chaque été à aller voir son grand-père en prison en Israël et à faire ce travail. Donc il y a bien évidemment
une douleur à l'égard de ce pays et une manière un peu certainement prismée de le regarder. Et donc, très prismé, quand bien même, entendu. Oui. Et puis du clientélisme historique. En fait, ils font tous du Mélenchon. C'est-à-dire qu'on a identifié... On est en mode préélectoral. Bien sûr, on identifie un fichier clientèle, il faut cliver, mobiliser, organiser. Bien sûr, c'est du clientélisme pur qui permet de mobiliser une partie de l'électorat. D'électorat à venir. Romain Marcelli. Tous les arguments ont été évoqués, donc je ne vais pas en dire plus, si ce n'est que c'est quand même méprisable d'arriver à ce niveau de relativisme. Voilà, je pense pas que la Gay Pride de Téhéran soit un grand succès. Malheureusement, elle n'existe pas. Et je crois que si on demande à n'importe quelle femme, elle préfère, pour sa liberté la plus élémentaire, vivre en Israël plutôt qu'à Téhéran, dans le régime actuel. Bien sûr, il y a le manifeste très régulièrement sur les réseaux. Bien sûr, et on sait que historiquement, l'Iran est une grande civilisation et une grande civilisation. Voilà. Mais le régime actuel ne laisse aucune place aux femmes, donc faire c'est malhonnête intellectuellement. Allez, dans un court instant, le coup de gueule, c'est ça, de Mathias Leboeuf. C'est de gueule, je me trompe pas. De gueule. Allez, à tout de suite pour Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Fin de l'émission, Michael Darmon, Romain Marcelli, Alex Darmon et vous, Mathias Leboeuf, avec votre coup de gueule contre l'interdiction des drapeaux aux façades des mairies. Expliquez-nous ça. Oui, la mairie de Mitry-Mory a été sommée par la justice de retirer... Mitry-Mory qui se trouve... En Seine-et-Marne. D'accord. C'est une question piège, mais j'avais la réponse. Donc, elle a été sommée par la justice de retirer le drapeau. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'un drapeau palestinien de la façade de l'hôtel de ville. Décision donc du tribunal administratif qui a été saisi par le préfet. Lundi dernier, c'est la mairie de Nice qui avait été sommée par la préfecture des Alpes-Maritimes pour le coup, d'enlever un drapeau qui, pour le coup, là, était israélien. Donc, on voit que de plus en plus, on a des décisions qui interdisent l'exposition de drapeaux, et notamment de drapeaux qui concernent le conflit israélo-palestinien. C'est à chaque fois des préfectures ou des tribunaux administratifs qui demandent le retrait de ces drapeaux au nom du principe de neutralité du service public. Et moi, je trouve que cette demande me choque un peu, parce que j'ai un peu l'impression que, premièrement, elle est toujours un peu aléatoire, qu'il y a souvent 2 poids, 2 mesures. Il faut savoir qu'aucun texte de loi ne régit précisément le pavoisement des façades de l'hôtel de ville, et que donc on en est réduit à faire appel au tribunal administratif. Et encore une fois, je trouve que c'est à la fois une forme d'infantilisation de la politique locale, comme si les locaux ne pouvaient pas avoir une expression politique. Alors là, je parle d'expression politique. Donc j'ai bien compris, pardonnez-moi Mathias Leboeuf, vous êtes pour qu'on puisse mettre n'importe quel drapeau aux façades des mairies. Je trouve que... J'ai compris ou pas? Oui, c'est ça, ouais. Bon. Je trouve que demander l'interdiction, je trouve qu'il y a quelque chose de très français. Dès qu'il y a quelque chose qui dérange, on en demande l'interdiction et on interdit en permanence. Et je voulais juste ajouter une chose. En plus, ce qui me gêne, c'est pour ça que je rappelais qu'il n'y avait pas de loi qui régissait le pavoisement des hôtels, du parvis des hôtels de ville. C'est que il y a souvent 2 poids, 2 mesures. Et notamment à Saint-Germain-en-Laye, il y a un habitant qui avait demandé l'interdiction d'un drapeau ukrainien qui était à la façade de la mairie de Saint-Germain-en-Laye. Et là, pour le coup, le tribunal administratif l'avait débouté dans sa demande parce qu'il avait vu un symbole de solidarité envers une nation victime d'une agression. Alors pourquoi, dans ces cas, quand il s'agit de l'Ukraine, effectivement, on accepte le drapeau ukrainien, et quand il s'agit du drapeau palestinien ou du drapeau israélien, il ne s'agit pas de dire palestinien c'est bien, israélien c'est mal, là on interdit. J'ai du mal à comprendre la logique. Michael Darmon. Oui, alors ça c'est vrai, c'est une question. En tout cas, on voit bien qu'il y a un problème de cohérence et que, au fond, chaque juridiction apprécie en fonction de la sensibilité du sujet. Bon, il est clair que le sujet israélo-palestinien n'est pas un sujet de consensus et qui livre vraiment énormément la société française. Personnellement, je trouve au fond assez normal qu'on ne puisse pas, parce qu'il y a une différence entre pavoiser
émettre un drapeau. C'est-à-dire qu'en réalité, un drapeau, mais par définition, il a quand même tout l'objet symbolique qu'il recouvre. Et pour moi, que ça soit ukrainien, palestinien ou israélien, un drapeau ne devrait pas avoir sa place sur une façade. En revanche, que l'on puisse, comme on l'a fait régulièrement, mettre des affiches pour les otages à l'époque français qui étaient pris au Sahel, ou récemment les otages israéliens, ou Boualem Sansal, ou d'autres causes pour lesquelles la collectivité s'engage, ça me paraît parfaitement justifié. Mais le drapeau, je pense que c'est ça aussi qui explique une forme de désarroi et de désaffection du public français, dans sa profonde majorité, à l'égard, au fond, de la vie publique et de la politique, et je dirais, cette sorte de désordre identitaire. Ils ne savent pas exactement, au fond, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce pays, qu'est-ce qu'on leur dit. Et je pense qu'on ne peut pas résumer et au fond symboliser un engagement quelconque d'une collectivité parce qu'on met un drapeau. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est assez important pour l'utiliser. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Voilà. Romain Marcelli, je rappelle qu'en Corse, chez nous, on dit Casa Comune, c'est le nom des mairies, la maison commune. La maison commune. Donc, ne sont acceptés que les drapeaux, on va dire, régionaux, dans Corse, français, nationaux et européens. Est-ce que ça ne résout pas le problème ? Moi, j'aurais tendance toujours à croire dans la libre administration des communes. Si, en plus, il se trouve que ça tombe bien, dans quelques mois, il y a une élection municipale. Si les électeurs veulent sanctionner tel ou tel engagement de leur maire ou de leur conseil municipal, ils le peuvent. Après, philosophiquement, maison commune, si je devais être maire, je ferais en sorte de ne pas cliver sur des sujets qui ne concernent pas directement. Mais après, c'est l'appréciation de chacun. Il y a aussi chaque commune qui a son histoire. Il y a des communes parfois qui ont une historique de telle ou telle immigration, un rapport historique avec tel ou tel pays. Tout peut s'expliquer. Je crois qu'en revanche, on devrait toujours viser à ce qui est à la fois un engagement, parce qu'on a des valeurs, et puis en même temps concilier, on va dire, la paix locale. Mais chaque maire et chaque conseil municipal décide. Ceux qui ne sont pas contents, on peut voter dans quelques mois. Il y a Alex et Mickaël, Darmon qui veulent parler. Qui commence ? Alex, non, mais moi, ça me fatigue en fait. Non, mais je vous dis franchement, tout ça me fatigue en réalité. Tout est moyen aujourd'hui de pouvoir nous opposer les uns les autres, mettre un drapeau sur le fronton d'une mairie, mais pourquoi ? Sur quelle justification ? Sur quelle justification on a, à part du clientélisme, le tricolore, ça va quand même, le tricolore. Mais le tricolore, c'est normal, on est en France. Oui. On est en France. Et européen. Et européen aussi. Mais vous voyez, avant de vouloir ajouter des drapeaux européens, pardon, mais je suis pas forcément l'adepte d'Emmanuel Macron, mais on ferait mieux de faire attention déjà, de faire en sorte de pas enlever par exemple, le portrait du président de la République dans les mairies, de se battre contre ça. En fait, tout le monde fait tout et n'importe quoi aujourd'hui, tout le monde fait passer sa petite entreprise personnelle avant de faire passer l'entreprise nationale. Et moi, ça me fatigue. On sait très bien, excusez-moi Mathias, mais je suis désolé, on sait très bien que si un maire aujourd'hui met un drapeau palestinien sur le devant de sa mairie, mais c'est juste pour susciter de l'intérêt autour de lui et avoir l'approbation tu dirais la même chose de Estrosi. Mais pareil, mais j'ai pas de problème, pareil. C'est simplement du clientélisme électoral. Et on verra bien en mars prochain, effectivement, c'est qu'il devrait fonctionner. Je suis assez d'accord, il y a des élections, et les maires sont suffisants. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu infantilisant dans cette décision de dire les maires ne sont pas capables de prendre part au débat, de prendre position, de soutenir tel. Alors, à partir du moment où c'est, je mets un bémol, à partir du moment où c'est non pas seulement le maire, mais le conseil municipal qui prend une décision collégiale de soutien à telle ou telle cause. Mais alors, sur le salon du Bourget la semaine passée, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un salon national. Je suis d'accord avec ça. Et donc, par conséquent, par exemple, on n'a jamais vu la gauche, ou qui que ce soit, s'élever et dire oui, la gauche d'ailleurs, ou même la droite, pardon, mais sur cette question-là précise, on a vu que les stands étaient complètement cachés. C'est soit on cache tout, soit on montre trop. Bien sûr. Il n'y a jamais de neutralité. Moi, je suis pas pour cacher. Et juste une chose, d'ailleurs, ça ne concerne pas que des drapeaux de pays, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'à un moment donné, une mairie qui pavoise avec un drapeau LGBT soit interdit de soutenir la cause LGBT parce que ça déplaît à un tel ou un tel. Donc voilà. Encore une fois, interdire, c'est toujours pour moi fermer une porte. Autoriser Mathias Leboeuf, c'est ouvrir aussi des fenêtres, sur des conflits permanents, perpétuels.
Israël avec des moments. Mais c'est-à-dire qu'on est sur une démarche bien française qui est ce que j'appelle souvent le syndrome de Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire le geste qui est très beau mais qui ne sert à rien. En réalité, moi je veux bien qu'effectivement, et j'entends et je vois comment au fond, par exemple, le drapeau palestinien est devenu le symbole d'une radicalité. Il est au-delà d'ailleurs des Palestiniens, auxquels il faut dire assez peu de personnes s'intéressent, et en particulier à gauche, et en particulier ceux qui prétendent soutenir la cause palestinienne, parce qu'en fait ils ne posent jamais de questions sur la société palestinienne, ils n'interpellent jamais le fait que ces Palestiniens sont aujourd'hui depuis 20 ans dirigés par une dictature islamiste. Alors ça ne pose aucun problème, il n'y a aucune réflexion là-dessus, on n'invite pas, on fait pas des colonies de vacances pour les petits Palestiniens dans ces villages où on met les drapeaux, on préfère mettre le drapeau et après on se croit tranquille. Donc c'est vraiment le syndrome Cyrano, et je pense que quelque part c'est bien qu'une autorité voilà, un tribunal remette un peu d'ordre et dise aux Français, voilà, sur les bâtiments publics, on met les drapeaux qui concernent la région, et après le reste. Pas de drapeau ukrainien alors? Non plus. Allez, je vous l'ai dit. Il faudrait légiférer alors à ce moment. Pas forcément, on n'est pas obligé de faire des lois tout le temps. Le syndrome Cyrano, nous dit le docteur Michael Darmon. Non, mais je ne donne pas de consultation. C'est pas mal. Je vous laisse apprécier, le commentaire est libre. Vous aurez la main dans un instant, parce que vous savez, on est en train de manger l'émission avec les coups de gueule, les coups de gueule, les coups de cœur. On la savoure, on la mange pas. Vous, ça va être un coup d'intérêt. Un coup d'intérêt, oui, un coup d'œil. Un coup d'œil. Pas comme les autres, vous, hein, c'est jamais pareil. Bon, un coup d'intérêt avec Michael Darmon. Tout de suite, après la pause, hein, on se retrouve pour la suite de Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Romain Marcilly, Alex Darmon et Michael Darmon. Vous, c'est un coup d'intérêt ce matin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un coup d'œil intéressé, en fait. Ni coup de gueule, ni coup de cœur. D'abord, ça fait partie quelque part du métier, hein, de s'intéresser, peut-être sans état d'âme. Mais en tout cas, je trouve intéressant de regarder et de voir ce que cela donnera, parce qu'on est payé pour ne pas savoir. La démarche de Dominique de Villepin. Voilà, Dominique de Villepin qui a créé son parti, qui s'appelle les Humanistes. Donc déjà, c'est intéressant. Dont on connaît l'origine, hein, chiracien d'origine, quand même. Il a accompagné Jacques Chirac durant tout son parcours, et qui aujourd'hui est un petit peu, quand on regarde la popularité, sa structure de popularité, il est dans une logique où il est en train de vouloir préempter un espace qui va des insoumis à la droite bourgeoise. Ah, c'est large. C'est large, mais ça s'appelle du rassemblement. Parce que je vous rappelle que quand même pour une élection présidentielle, pour la gagner, il faut réunir 22 millions de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous au départ. Et c'est intéressant parce qu'en fait, sur la ligne du chiracisme non aligné, et du chiracisme qui c'est le premier préoccupé de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, c'est-à-dire les questions d'écologie, de société, de développement, d'un Chirac qui avait parfaitement la conscience qu'il n'y a pas que l'Occident dans la vie, versus regarder maintenant son héritage, c'est-à-dire le musée du Quai Branly. De ce point de vue-là, il tente de ramasser tout ça. Et depuis quelque temps, il structure de manière assez méthodique. Ça a commencé par une grande émission dans la bibliothèque du musée de Jacques Chirac, Quai Branly, face à Edoui Plenel, totalement énamouré, qui a duré plus d'1h15, je l'ai regardé, et pendant laquelle, durant 25 minutes, il a expliqué pourquoi il serait candidat à l'élection présidentielle. C'était passé sous les radars, progressivement c'est monté en surface, et maintenant, ça y est, il fait son parti. Donc, c'est intéressant de voir, au fond, compte tenu du désarroi, du désintérêt, ou tout simplement de l'aspect, on va dire, très convenu de ceux qui prétendent être un jour et seront, peut-être ou peut-être pas, c'est intéressant de voir quelle est sa démarche, parce qu'on se rappelle qu'en 2017, on a eu quand même quelqu'un qui est tombé d'une planète inattendue, qui s'appelait Emmanuel Macron. Donc, regardons, voilà. Mais vous dites pour l'esthétisme, et pourquoi pas je dis rien. Je dis regardons, parce qu'il y a une démarche, il y a une volonté, il y a une tentative de rassembler un espace politique. Les Français étant assez au fond déconcertés, assez désabusés par le personnel classique, par les candidats supposés classiques. Donc voilà, je dis on prend date et on verra. Comment ça va évoluer. Romain Marcilly, c'est quoi? C'est un chaînon manquant de droite qui va jusqu'aux Insoumis? Parce que vous défendez, je rappelle, David Lisnard. Hein. Oui, là, il y a beaucoup de monde à droite, là. Je suis tout à fait intéressé par ce que vous venez de dire, et je crois qu'effectivement que ça mérite un intérêt.
là c'est plus en tant qu'ancien spécialiste des médias que je parle, on voit surtout que ça a pris médiatiquement, alors parce qu'on lui a donné le micro, tout simplement. Alors pourquoi on lui a donné le micro? C'est parce que c'est un bon client. Il n'est pas dénué de talent. Non, mais c'est ce que je disais, c'est un bon client, et il dit des choses peut-être qui intéressent aussi, rien n'est jamais neutre. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il commence à avoir un début de popularité dans les sondages, alors qui ne constitue pas la base pour une candidature à une élection présidentielle nécessairement, mais il y a un début de popularité. Je crois que si on peut tirer des conclusions de manière très très hâtive, on voit que l'international Dominique Dublin s'exprime beaucoup sur l'international, que l'international va avoir une place importante. Tout à l'heure, on a commencé l'émission sur un sondage léger. Une place importante, sur, mais vous sur savez, qui passera en vacances, quelle politique les gens iront en vacances. Je crois qu'au contraire, dans sa sagesse, à mon avis, les électeurs, lors de la prochaine élection présidentielle, souhaiteront des personnes qui ont des convictions fortes, et qui ont une expérience. Quel type d'expérience, on verra, mais aussi une expérience forte. Pas trop de passifs aussi, Romain Marcellis, sur l'économique et le social, qui seront quand même vraiment au cœur de l'élection en 2027. Oui, mais les affaires internationales, je crois, on dit que l'élection présidentielle ne se joue jamais sur l'international. Cette fois-ci, je crois que ça va avoir une place bien plus importante. Mathias Leboeuf, vous qui revendiquez avoir le cœur à gauche, il vous parle, Dominique de Villepin? Alors en tout cas, je partage l'intérêt de Michaël Darmon pour de Villepin. Je trouve que c'est quelqu'un qui en ce moment a un positionnement très intéressant. Il a eu un positionnement de rupture, notamment sur l'Algérie, en prenant des positions très anti-Retailleau. Et je trouvais qu'il avait plutôt raison. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Michaël qui parlait tout à l'heure du syndrome, Cyrano. Ah bah, il en est un représentant magnifique. Parce que là, on est vraiment dans le bravage et dans le panache. Que les Français aiment aussi, d'ailleurs. Que les Français aiment aussi, voilà. Donc, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui est à suivre, et je ne sais pas s'il arrivera à transformer et à devenir Emmanuel Macron, mais il faudra peut-être compter sur lui, notamment en termes d'alliance. Il y aura peut-être quelque chose à faire. Après, faut regarder, vous savez, après, c'est une mécanique et c'est une ingénierie, l'élection. Ça n'est pas simplement une envie et des sondages. Et en particulier, et le plus dur, c'est de rassembler les 500 signatures d'élus locaux. Le nom de son parti, les humanistes, est aussi lourd de symbolique et de charge, et je suis curieux de savoir ce qu'il aura. Et Juliette, qui prépare l'émission, me signale que le livre de Dominique de Villepin, Le pouvoir de dire non, chez Flammarion, sort ce mercredi. Il vous parle, vous, Alex Darmon, Dominique de Villepin. Il a quand même un positionnement très particulier, quand même. Franchement, pas du tout. Mais après, je comprends effectivement le coup de projecteur que Michaël a donné, parce que cette démarche, elle a déjà existé en 2017, c'est-à-dire revenir d'un peu entre les morts et de dire je vais monter un parti et vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, moi, je l'ai beaucoup écouté, Dominique de Villepin, ces dernières semaines, et je trouve que son livre résume vraiment son programme. Il dit non. Mais après, il propose rien. Quand vous l'écoutez, il propose absolument rien. C'est-à-dire qu'il s'oppose à tout ce qu'on lui démontre, tout ce qu'on lui explique. Et quand on lui dit, mais vous avez quand même été au pouvoir à un moment donné, vous avez quand même sur le CPE, rappelez-vous, c'était mis des milliers de jeunes. Vous l'avez enlevé de la bouche. Dans la rue. Mais oui, mais alors, c'était pas grave. C'était pas grave parce que c'était à l'époque qui voulait ça. Après, attention, quand il a été Premier ministre à l'époque, ça a été un pas si mauvais Premier ministre que ça. Il a été l'artisan de la dissolution, je crois. Oui, en 97. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour gagner, je pense pas que les Français feront, entre guillemets, la même chose qu'en 2017, c'est-à-dire élire quelqu'un parce que c'est lui et parce qu'il est jeune et qu'il est nouveau. Ils vont aussi choisir un programme et des vraies propositions. Ni jeune ni nouveau, là. Et Dominique de Villepin, faut quand même vous dire autre chose, c'est comme Emmanuel Macron, il a un point commun, c'est qu'il n'a jamais été élu. Jamais. Donc il n'a aucun. Il n'est jamais trop tard. Aucun ancrage local. Alors, Michaël Darmon. Et effectivement, ni jeune ni nouveau, et c'est peut-être ce que les Français vont vouloir choisir cette fois-ci. D'expérience, qui est déjà en tout cas dans le sérail, qui a fait des déclarations, qui a évidemment comme coup d'éclat et acte de guerre, si je puis dire, le fameux discours de l'ONU sur la France n'entre pas en guerre et c'est un vieux pays qui vous parle. De ce point de vue-là, son titre est à dessein, parce que d'abord le pouvoir de dire non, ça renvoie à l'imaginaire gaulliste, l'homme qui a dit non, c'est le général de Gaulle, et puis ça renvoie aussi, je dirais, à un état d'esprit du corps social français qui est au fond assez tenté par une radicalité.
Je pense que ça l'a été déjà en 2022. Je pense que ça sera aussi, à côté peut-être des enjeux internationaux, ça va être aussi l'envie d'un grand changement, une radicalité, parce que vous avez quand même sur beaucoup de sujets des colères, des ras-le-bol, des incompréhensions et des envies de tout balayer. D'où d'ailleurs les candidats de l'alternative qui en sont à date, parce qu'on sait que c'est loin d'être terminé, à date, on le vend en poupe. Maintenant, il a été l'artisan, évidemment, on le rappelle toujours, de la dissolution, il a été aussi l'artilleur du Hamas. C'est-à-dire qu'il est celui qui, lorsqu'il était un ministère de l'Intérieur, a fait placer le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Et en réalité, il faut savoir qu'il est beaucoup plus complexe que cela. C'est ça. Ceux qui, en particulier, qui soutiennent Israël de manière un peu pulsionnelle, vous, Hégémonie, Dominique de Villepin, je les engage à regarder beaucoup plus précisément et à faire le tri entre les paroles et les actes. Nicolas Sarkozy a été en parole extrêmement amical à l'égard d'Israël. En acte, il a été celui qui peut-être a causé le plus de tort. François Hollande est celui qui, par les Israéliens, est considéré comme celui qui a été le plus proche d'Israël. Et Dominique de Villepin a fait beaucoup de choses, en réalité, vis-à-vis par rapport à ses paroles et par rapport au fait que je pense qu'il y a une nuance chez lui qui est pas inintéressante. Allez, Trump à présent, mettez-vous d'accord, nous en parlons, les sujets du jour. Dans la foulée de l'évocation de Dominique de Villepin, Trump a-t-il eu raison d'intervenir ? Je me tourne vers vous, Alex Darmon. Je me rappelle vous avoir eu en direct vendredi dernier sur Sud Radio. Vous étiez coincé à Tel Aviv, nous sommes en guerre. Est-ce qu'il a bien fait, le président américain, d'engager l'US Air Force et les fameux B-2 pour aller taper les cibles nucléaire iranienne? C'est compliqué comme question, parce que moi je suis français et j'étais là-bas à Tel Aviv. Moi je vais vous dire, à titre personnel, je pense qu'il a eu raison. De toute façon, les Israéliens, le but de guerre, parce que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on entend il faut changer de régime, que c'est comme ça qu'on va améliorer la situation, que c'est l'objectif des Israéliens. Moi je vais vous dire, pour avoir parlé avec des Israéliens sur place, leur objectif c'est pas forcément de changer de régime iranien. Ils veulent que leur pouvoir politique et leur pouvoir militaire aillent au bout de l'opération, mais pour une simple raison, pour se protéger. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on leur répète depuis 1979 que 2002, 2005 avec les présidents Ahmadinejad qu'il fallait éradiquer l'État d'Israël, que c'était une tumeur maligne. Ce sont les propos des différents pouvoirs politiques iraniens et que c'était une anomalie dans la carte mondiale. Aujourd'hui, je peux vous dire que les Israéliens sont derrière leur armée et sont derrière leur pouvoir politique pour pouvoir faire en sorte que ça n'arrive plus et que ces propos ne soient plus tenus et que surtout il n'y ait plus les capacités de pouvoir le faire. Donc oui. D'une certaine manière, j'ai envie de vous dire que le président Trump a bien fait d'intervenir pour pouvoir détruire partiellement. On n'a pas encore les résultats finaux de ce qui a été fait, mais a priori quand même les installations nucléaires ont été touchées. Après, il faudra voir comment cette guerre va se terminer. Est-ce qu'elle va se terminer? Dans combien de temps elle va se terminer? C'est quoi l'après? Ça en fait des questions. Oui, mais ça en fait beaucoup des questions. Mais là, on est 48 heures après l'intervention de Donald Trump. Il est trop tôt. Romain Marcelli, faire tomber ou pas le régime des Mollahs? C'est pour l'instant pas du tout le but de l'opération, en tout cas de Donald Trump. Il faut se remettre aussi dans le contexte de ce qui s'est passé il y a quand même 15 jours, et dans les 15 derniers jours. L'échec des négociations que Donald Trump avait souhaité, il était très volontaire. Souvenez-vous de son discours de Riyad, qui est un véritable discours de paix. Il faut le lire en détail. Et puis le rapport de l'Agence internationale sur l'énergie atomique, qui était un rapport, on sait très bien que ce ne sont pas les suppôts des États-Unis, cette agence qui est internationale, et qui a, pour la première fois depuis 20 ans, de manière aussi claire, affirmé qu'il y avait un enrichissement de l'uranium sans précédent de la part du régime iranien. Donc, il est pour le monde, là, ce n'est pas qu'Israël qui est en question, il n'est pas souhaitable pour le monde, et surtout, je dirais, pour nous, Européens, on est quand même plus proche de l'Iran en Europe que les États-Unis ne le sont, qu'un pays comme ça, qu'un régime aussi dangereux, totalitaire, soit en possession de la bombe atomique, c'est très dangereux, c'est une menace. Donc il y a une opération sur le plan technique dont on verra les résultats, mais qui est remarquable, il touche tout plante. Rappelons qu'il y a, d'un point de vue technique et militaire, il n'y a pas eu de victimes civiles, enfin, semble-t-il. Et puis, donc on verra la suite, mais je crois que Donald Trump, par rapport à son électorat, par rapport à toute la logique de son discours, il y a une constance chez Donald Trump. Il est de bon ton de se moquer, mais il y a aussi une constance. Ce serait très étonnant qu'il mette des troupes au sol pour un
changement de régime. Ce n'est pas du tout ce qui est pour l'instant envisagé. Il a fait une déclaration sur sa plateforme, la Truth Social, Donald Trump hier soir. Alors c'était en réponse aux menaces iraniennes. Il dit, le président des États-Unis, si le régime iranien actuel est incapable de rendre l'Iran grand à nouveau, on a compris, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? Michael Darmon, la pensée trumpienne, c'est comme Villepin, hein, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, bien sûr, et puis elle est pour le coup très stimulante parce que vraiment insaisissable. Et permet d'ailleurs aux commentateurs de pouvoir maintenant se couvrir en disant avec lui on ne sait jamais, donc maintenant on peut dire ce que on peut dire en même temps tout et son exactement. Contraire. Mais une fois cela posé, on voit bien qu'il y a une évolution pour l'instant dans la phraséologie, mais qui a l'air aussi de correspondre au fond à ce que les Israéliens cherchent, des lieux symboliques du régime, en particulier la prison à Téhéran, en particulier des centres de commandement des gardiens de la révolution. Donc on n'est pas uniquement sur la destruction des sites nucléaires, qui est apparemment, selon le secrétaire général de l'ONU, serait très 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 avancé dans leur destruction, puisqu'il admet ou il dit que Fordo a été totalement détruit. De ce point de vue-là, on n'est pas en général dans la complaisance avec lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est au fond de voir comment tout cela peut évoluer lorsqu'on parle de la chute du régime. Ce ne sont pas les cinéastes qui vont renverser le régime. Non. Donc ceux qui vont être intéressés à se débarrasser des mots-là sont ceux qui ont le plus de pouvoir et qui ont tout l'argent de l'économie, en particulier les gardiens de la révolution. Donc si un jour il y a au fond une évolution, ça ne pourra pas se faire sans eux. Ça, c'est certain. Et puis, ils feront partie de la prochaine équation. Ils feront obligatoirement partie de la prochaine équation. Ce sont eux qui possèdent toute l'économie, qui ont un rapport assez aléatoire à la religion, pour lesquels le plus important est de garder le pouvoir et l'argent. Donc, ils seront forcément dans une autre logique. Est-ce que c'est avec également le descendant Pahlavi qui se fait très discret, mais qui va faire aujourd'hui une conférence de presse à Paris dans un endroit encore tenu secret? À surveiller aussi ces évolutions-là. Mathias Leboeuf, c'est vous avez le mot de la fin sur le sujet. Alors moi, je crois que la position de Trump, au contraire, elle est très lisible et elle est simpliste. Trump, il a une ligne, c'est qu'est-ce qui est bon pour lui. Qu'est-ce qui est bon pour lui. Et là, il n'avait qu'une chose, il ne pouvait qu'intervenir parce qu'il a tout à gagner. Il a une victoire militaire à bon compte, il a rien à perdre. Il prend le lead sur un conflit qui de toute façon est a priori plié. Donc on verra après ce qu'il adviendra. Effectivement, il est toujours dans une forme de valse, hésitation à deux temps. Est-ce qu'il faut négocier, pas négocier? Un jour il dit il va négocier, un jour il négocie pas. Négocier, c'est sauver le régime. Donc s'il veut faire tomber le régime des Mollahs, il négocie pas. Mais encore une fois, Trump n'ira que là où est son intérêt. Voilà, donc c'est assez simple à suivre. Allez, 11h47 minutes. Dans un court instant, la suite de Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Lors de la fête de la musique qui a fini par endroit en chaos, dont 24 femmes piquées en Ile-de-France, il y a eu une douzaine d'interpellations dans tout le pays. Comment expliquer ces appels sur les réseaux sociaux visant à attaquer et à piquer des femmes lors de la fête de la musique à Angoulême? Figurez-vous que 4 individus qui auraient fait une 50aine de victimes de piqûres ont été interpellés à leur tour. Toutes ces manifestations désormais festives qui tournent à la bagarre générale, qui tournent au pillage, aux agressions des forces de l'ordre, ça devient vraiment un sujet de préoccupation dans ce pays. Autre piqûre de rappel de ce lundi matin, c'est la réforme des retraites avec le conclave. C'est marrant, au moment où je dis ça, mais 4 débatteurs ont le nez plongé dans le téléphone, ils font autre chose. Les retraites, messieurs, ça vous inspire? Tiens, Michael Darmon, vous êtes puni. Qu'est-ce qui va sortir de ce conclave, d'après vous? Rien? Fumée grise. Oui. Ça va surtout marquer, je dirais, au fond, la méthode de François Bayrou. La méthode de François Bayrou qui a toujours, au fond, compensé un problème de technicité depuis qu'il est à Matignon par de la politique pure.
a eu aussi, avec cette institution, en tout cas cette instance, l'envie de rétablir ce qui pour lui a été le plus abîmé depuis 2017 par Emmanuel Macron, c'est-à-dire la démocratie sociale et la concertation. Et de ce point de vue-là, ça aura relancé en France ce rôle de la démocratie sociale et de cette articulation avec les partenaires sociaux qui ont été quand même une des causes de la radicalité et de la colère française depuis longtemps. Qui monte et qui ne cesse de grimper dans ce pays. Romain Marcilly, nous sommes passés à côté du sujet un petit peu quand même. Oui, on a voulu faire du théâtre, un théâtre d'ombre. On savait très bien que ce conclave, le mot était à la mode ce semestre, mais que ce conclave ne mènerait absolument à rien. Ça ne mène à rien. Je veux dire, on peut faire semblant d'être surpris, mais il n'y a aucune surprise. Sur la question des retraites, on est dans la classe politique, dans une espèce de stratégie d'évitement de la vraie question, qui est celle de la retraite, d'une part, de retraite par capitalisation. Tant qu'on ne rentrera pas là, c'est ce que défend David Lissard depuis des années, Nouvelle Énergie, et puis maintenant de plus en plus de personnes. C'est enclencher la capitalisation mais il n'y a que ça qui peut, il n'y a que ça qui peut sauver le sujet. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on a 30, 40 ans, on finance avec plaisir, parce que c'est aussi, c'est normal, c'est notre rôle. Les retraites d'aujourd'hui, on sait très bien que nos retraites on n'aura pas de retraite. Donc, le seul moyen, c'est de changer fondamentalement, radicalement, et tout le monde le sait. Il y a la preuve. Une partie déjà non négligeable de la population, souvent des fonctionnaires, ont déjà droit à des systèmes de capitalisation. Donc c'est la seule méthode possible et il faut du courage politique. Mathias Leboeuf, Boris Vallaud, le socialiste qui dit censure, chiche. Ouais, on a l'impression un peu que ce conclave, effectivement, c'est beaucoup de théâtre pour éviter ou pour repousser le temps de la censure. On parle de conclave, mais il faut pas oublier que en termes de négociation, il y a 2 syndicats, je crois, FO et la CGT, qui ont quitté la table. Donc ça sera, même si on arrive à un accord, ce sera un accord qui sera à peau de chagrin, où la pierre angulaire des 64 ans n'est pas touchée et on a toujours l'impression que la méthode Bayrou, c'est un peu ménager la chèvre et le chou, et qu'à l'arrivée, ni le chou ni la chèvre ne sont contents, quoi. Alex Darman, vous ne serez jamais à la retraite. Jamais. Ah bon? Jamais. J'en suis loin, en tout cas, pour le moment. Non, mais moi, je me réjouis de ce conclave parce qu'on va avoir des nouvelles de François Bayrou. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on va l'entendre ce soir, normalement, j'espère, ou demain matin, parler pour nous faire un compte rendu. Parce que, franchement, moi, chaque semaine ici, c'est mon cheval de bataille. Je cherche François Bayrou. Oui, François Bayrou. Non, mais on l'attend en question d'actualité. D'ailleurs, souvent, il faut le reconnaître, il est plutôt bon dans cet exercice. Répondre aux questions d'actualité de gouvernement. Mais franchement, sur le reste, sur la politique, sur les propositions, sur toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il est complètement à côté de la plaque. Michael Darman, vous avez l'honneur de conclure ce conclave ici. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. D'abord, je pense qu'effectivement, la méthode furtive décrite à l'instant va lui permettre peut-être de durer le plus longtemps possible. C'est qu'en tout cas, c'est son objectif. Passer sous les radars de la censure, justement, pour pouvoir continuer à avancer. François Bayrou. Hein. Et puis après, une fois de plus, là je souscris à ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, la question des retraites, c'est au fond, là aussi, le syndrome français qui n'arrive pas à prendre les vrais sujets, à les regarder, à les réformer et à affronter les réalités en face. C'est la suite, au fond, d'une très longue fiction française qui a commencé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dont la France se réveille tout doucement, mais avec douleur. En tous les cas, les uns et les autres, je vous trouve un peu ironique, voire même sévère à l'endroit de François Bayrou, qui est très malin. On vient de le dire à l'instant, ni cynisme, ni sévérité, on vient d'en parler furtivement, certes. Mais la politique devrait le faire, pas de durer. Je conclurai de ma part en disant qu'il est très malin, François Bayrou, parce que, regardez le sondage, nous avons démarré avec ça, 3% des Français seulement veulent partir en vacances avec lui, il va être tranquille pendant ses vacances, lui au moins. Mais vous savez que ce genre de sondage, en général, c'est souvent l'inverse. Hein. Les sondages de popularité n'ont jamais été des intentions de vote. Et c'est pour ça que vous reviendrez tous autour de la table. Qui aurait voulu partir en vacances avec le général de Gaulle? Allez, c'est la fin. C'est ce qu'on demande. Imagine-t-on. Imagine-t-on, oui. Allez, c'est la fin de ce Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Dans un instant, nous retrouvons avec plaisir André Berkoff. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.